Ça part, c'est bien. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, je suis très content d'être là ce soir. Ça passe bien le son, c'est bon? Nickel. Donc effectivement, je vais vous parler d'un modèle qui marche maintenant depuis une trentaine d'années. Et juste peut-être avant de commencer, je vais juste très rapidement me présenter et d'abord savoir si je suis vraiment légitime pour en parler. Alors j'aurais tendance d'abord à vous dire non. Alors pourquoi non? Parce qu'en fait, il y a un an, je ne savais même pas ce qu'était vraiment une coopérative. J'ai passé pendant plus de 25 ans, j'étais dans l'industrie automobile. J'ai des équipementiers automobiles. Et moi, comme l'a dit Sandrine, j'étais un peu très très loin des coopératives. Je ne savais pas vraiment que ça existait. Chez un équipementier qui était, notamment, j'ai passé plus de 20 ans chez un équipementier anglo-saxon, donc plutôt la finance anglo-saxonne, etc. Et avec très très loin des notions de redistribution du capital ou des excédents aux adhérents. Et donc, il y a eu comme un alignement des planètes l'année dernière, parce que moi j'ai toujours eu une activité sociale qui était très forte. Et même si j'avais une activité entre guillemets industrielle, professionnelle très intense, en fait, moi j'avais toujours un volet social qui était très très fort. Et notamment, j'étais président d'un groupement d'entreprises en région parisienne, avec 250 adhérents, avec des problématiques aussi de recrutement, de fidélisation, de communication. Et quand j'ai rencontré l'ORCAB, on s'est dit, finalement, moi, les valeurs, on les partage. Et en fait, ils m'ont dit, tu as déjà compris ce qu'était qu'une coopérative. C'est comme ça que voilà, j'ai rejoint l'ORCAB au début du mois de janvier de cette année. Et je vais essayer de vous faire partager pourquoi finalement ce modèle, ça marche. Donc je vais vous donner un peu quelques raisons, quelques freins aussi, quelques barrières à soulever, puis on conclura. Je vais d'abord commencer parce qu'effectivement, on est dans le monde des artisans du bâtiment. Donc déjà, un artisan, c'est en France, les artisans du bâtiment, c'est à peu près 565 000. Il y en a 555 000 qui ont moins de 20 salariés. Donc on est effectivement plus proche de l'entreprise individuelle. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va faire? Pourquoi on amènerait des artisans dans des coopératives? Et l'artisan, en fait, quelque part, il a son capital qui repose à la fois sur son savoir-faire et sur sa clientèle. Et après, il a plein de ce qu'on peut appeler le temps perdu, où il passe du temps à essayer de gérer ses achats, négocier des prix, faire une démarche commerciale. Je passe toutes les problématiques administratives, de recrutement de personnel, etc. Et quelque part, il se retrouve un peu parfois déséquilibré, et il n'a plus tellement le temps de développer son capital, parce qu'il passe beaucoup de temps à des tâches sur lesquelles il ne va pas générer de valeur. Et on est en plus dans un contexte, le contexte de la distribution, le négoce, qui est en train de changer. Historiquement, en France, il y avait beaucoup de négoces qui étaient des négoces familiaux. Les négoces familiaux sont en train un peu de disparaître, rachetés souvent par des grands groupes. On a aussi l'arrivée des grandes surfaces du bâtiment, Internet, qui offre des produits, parce que maintenant on peut tout trouver sur Amazon quasiment. Et donc, il y a en train de pousser un peu l'artisan à faire du tâcheronnage, c'est-à-dire qu'il ne va même plus être maître de ses achats. On va juste l'appeler pour lui dire, tiens, tu vas venir nous poser un parquet que nous, on aura choisi, et puis tu auras juste, poser un chauffe-eau. Alors qu'aujourd'hui, en fait, chez des artisans, si on prend les plombiers, par exemple, 50% de leur activité, de leur bilan, c'est des achats. Donc on est un monde un peu qui est en train d'évoluer, et ce qui fait que les artisans, quelque part, il y en a qui se tournent vers des coopératives d'achat. Alors historiquement, les coopératives d'achat des artisans, ça s'est créé dans les années 70. Barry Sands, c'était la Vendée. Et c'était des artisans qui ont eu un peu marre d'être sous le joug de la distribution. Et ils se sont réunis pour créer des coopératives, la première coopérative ou les premières coopératives d'achat. Et nous, donc, effectivement, l'ORCAB, c'est un groupement qui est apparu il y a une trentaine d'années. Et donc, on a aujourd'hui fédéré 42 coopératives réparties dans toute la France.
On a 2 plateformes nationales, on a 556 fournisseurs aujourd'hui qui sont référencés. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est pas uniquement d'être une coopérative d'achat, mais c'est aussi d'apporter du service et de la performance aux adhérents. Très rapidement, on a 2 métiers principaux. Quand on est dans le spectre des artisans du bâtiment, on a le métier des menuisiers, charpentiers. On a le métier, deuxième métier, secteur, c'est les plombiers, chauffage, électricité. Puis une petite partie gros œuvres. En fait, on regroupe les artisans qui ont une masse achat très importante dans leur bilan. C'est pour ça qu'on ne trouve pas les peintres. Les peintres, on est plutôt sur des valeurs d'achat qui sont d'autres 20%. Donc globalement, il n'y a pas de coopérative d'artisans pour les peintres. On a un modèle coopératif qui est très simple, puisqu'effectivement, on a 7500 adhérents, qui sont adhérents de 42 coopératives. Et leur CAB en elle-même est une coopérative qui fédère ces 42 coopératives. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une croissance qui est actuellement plus rapide que le marché. Et la croissance, elle ne vient pas parce qu'on va recruter des adhérents, hein, mais elle vient parce que les adhérents se développent. On ne fait pas de la course à l'adhérent, je en reparlerai tout à l'heure, on fait de la course au bon coopérateur. Et finalement, on a effectivement des adhérents qui se développent et qui se fidélisent à la coopérative. Et on continue cette année, on vient juste d'avoir les chiffres sur le mois d'octobre. On a passé pour la première fois sur un mois la barre des 100 millions d'achats. Et on passera cette année la barre des 900 millions d'achats sur l'année. Donc on est un modèle qui se développe. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi capable, on a un stock. Hein, et qu'un artisan aujourd'hui, ce qu'il attend, c'est d'avoir de la disponibilité du produit. C'est ça qui est le plus important. Et souvent même, la disponibilité passe avant le prix. Donc effectivement, on a un stock qu'on constitue dans les coopératives. Donc 850 000 m², c'est 160 terrains de foot. Ça donne à peu près la taille. Effectivement, c'est quand même un volume de stock qui est relativement important. Et pourquoi, effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi on a ce succès. Et moi, la première analyse que j'en fais, alors du coup, moi j'ai un peu un regard, je vous fais un peu un rapport d'étonnement après 10 mois passés au sein des coopératives, c'est que fondamentalement, nous, on est resté fidèles à nos fondements coopératifs. On n'a pas envie de ressembler à des distributeurs. On n'a pas envie d'avoir des coopératives monstrueuses. Aujourd'hui, on a 42 coopératives. La plus petite coopérative fait 75 adhérents. Et après, ça répartit. On a pas mal de coopératives autour de 200 adhérents, 200, 250 adhérents, ça commence à être des coopératives de bonne taille. On a une exception qui est hors cadre, qui fait 700 adhérents, hein, mais on est plutôt dans le spectre entre 75 et 300, 350 adhérents. Et on est resté des coopératives locales, de proximité, avec le contact avec l'adhérent. Ça, c'est quelque chose qui est très très important et qui explique fondamentalement que on laisse l'adhérent au cœur de la gouvernance de la coopérative. C'est l'adhérent qui fait le plan de vente de la coopérative. Ça, c'est important. Et puis, effectivement, après, on adopte les principes de coopérative, c'est-à-dire c'est de la transparence. C'est le même prix pour tout le monde. Que l'adhérent soit à 1 km de la coopérative ou à 200 km de la coopérative, c'est le même prix. Donc l'adhérent, il ne se pose plus de questions. Il n'a plus à se dire, je vais envoyer des devis à droite, à gauche, je vais faire consulter différents fournisseurs, savoir celui qui va ou différents négociants, savoir celui qui va me faire le même prix. Il a le même prix. Que ce soit un petit adhérent, entre guillemets, une personne dans l'entreprise, ou on a des adhérents qui ont 20 ou 30 ou 40 salariés, c'est le même prix pour tout le monde. Et ça, c'est absolument fondamental. Et Sandrine parlait tout à l'heure un petit peu, effectivement, de la relation entre la coopérative. Et nous, dans notre modèle, effectivement, les associés, c'est les clients.
Donc effectivement, on a aussi un modèle qui est très simple, mais nos clients, ce sont les associés. Et donc effectivement, toute l'organisation de la coopérative tourne autour de cela. Et on garde fondamentalement, puisqu'on est une coopérative d'artisans, on a notre loi, la loi de 83 qui nous régit, on ne peut pas vendre à plus de 20% à des tiers non associés. Donc nous, on ne fait que de la vente aux artisans, aux coopérateurs. On ne fait pas de vente aux particuliers. Donc c'est fondamentalement des choses qui font qu'on est resté fidèle à nos fondamentaux. Et puis on a là, effectivement, la redistribution des excédents en fin d'année. Quand la coopérative marche bien, on fait l'assemblée générale. Alors c'est pas pour ça qu'on a du monde aux assemblées générales, c'est un autre problème. Mais on fait la redistribution des excédents. Alors on va d'abord penser à consolider les fonds propres. C'est-à-dire qu'on va faire une redistribution en part sociale pour consolider, permettre le développement des coopératives. Et puis quand les adhérents ont atteint un certain seuil, parce qu'on n'aime pas non plus que ça monte trop, mais ça peut aller jusqu'à 20 000 € à peu près par adhérent, et ben on fait un chèque. Et si je vous prends un exemple, j'étais à une assemblée générale, une coopérative au mois de mars, coopérative de bois, et je discutais avec un adhérent, je dis bon, bah, voilà, les résultats sont bons cette année, etc. Je dis mais toi tu vas avoir ton chèque, tu vas toucher combien? Ah bah, il me dit moi avec les résultats, moi je vais avoir 6 000 €. Bah, 6 000 € qui arrivent après la clôture de son exercice, c'est pas mal. Hein, ça permet à l'artisan aussi de repartir avec quelque chose. Donc on n'est pas là non plus pour faire tous les ans des distributions extraordinaires, parce qu'après, mais est-ce que quelque part, hein, il faut qu'on offre des prix compétitifs? Mais il y a ce phénomène de redistribution. Après, on a le... Ah, c'était un peu vite. Effectivement, ça c'est les fondements coopératifs. Après, ce que je pense qui a fait le fait qu'on continue à se développer, c'est qu'on cherche toujours à apporter, ce que je dis encore et encore, des services aux adhérents. Ça, c'est absolument fondamental. Le service, par exemple, la logistique. Nous, on livre les adhérents. On livre les adhérents jusqu'à, normalement, c'est 2 fois par semaine. C'est des tournées dédiées. C'est nos chauffeurs. Généralement, les chauffeurs, ils ont les clés chez l'artisan. Ils arrivent chez l'artisan. Ils ouvrent la porte. Ils retirent l'alarme. Ils posent les colis. Ils remettent l'alarme. Ils ferment la porte. Ils s'en vont. Et ça, 2 fois par semaine. Parce que nous, on dit aux artisans, venez pas à la coopérative. Restez sur vos chantiers. Allez voir vos clients. Mais venez pas perdre votre temps à la coopérative. Et ça, c'est le service qu'on apporte, et c'est dans le prix. Le prix, encore une fois, le prix, il est net. On n'a pas de surprise à la fin du mois, avec des frais de facture, des frais de livraison supplémentaires. On a également, effectivement, alors c'est un peu... Alors après, les artisans, il faut qu'on les éduque, entre guillemets. On leur dise, parce qu'il y en a plein qui nous disent, oui, mais moi, si tu me livres que 2 fois par semaine, comment je vais travailler? On leur dit, attends, généralement, si tu as fait un minimum de planification, tu passes tes commandes en temps et en heure. Alors pour leur faciliter la tâche, on a développé des extranets, nos sites e-commerce, qui permettent aux adhérents de pianoter en ligne, de faire les commandes 24 heures sur 24 quand ils veulent, et ils savent qu'ils seront livrés 2 fois par semaine. On les encourage également à payer comptant. On leur donne un escompte généralement de 1,5%. En fin d'année, on leur fait une petite récap. Toi, cette année, avec tous les achats comptants que tu as fait, tu as économisé 5, 6, 7 000 €. Ça va vite, hein? Et ce qui est... Alors, ils nous disent toujours pareil, ils nous disent, mais oui, mais nous, on n'a pas l'argent, on n'a pas la trésorerie. Mais on dit, mais tu as signé ton chantier, tu as signé tes devis. Va chercher de l'argent chez ton client. Encore une fois, on est dans une espèce de cercle vertueux, on essaie de leur donner des bons principes. Mais ça fait partie des services. Après, on a des services du SAV. On a signé des partenariats également au niveau national avec EDF, avec Total, avec la CAPEB, hein, pour leur faire bénéficier de partenariats. On a un service avec PME Centrale qui est pour leurs achats non stratégiques.
tout ce qui est location de matériel, achat de véhicules, achat de fournitures, donc ça, ils en bénéficient. Et on essaie, surtout après, c'est effectivement l'accompagnement sur la transformation digitale. Je parlais d'extranet tout à l'heure. On a aussi développé un service de devis en ligne pour toutes les menuiseries. Donc en fait, ils font leur devis en ligne. Et ce mois-ci, on a généré 10 millions d'euros de commandes pour des menuiseries. En fait, on a 1800 artisans qui utilisent ce service. Et en fait, ils passent, pareil, application, tablette, ils rentrent les menuiseries. Ils sont capables de donner tout de suite le devis à leurs clients. Si le client accepte, ça part en bon de commande à la coopérative. Et puis on a également développé la marque des artisans pour fédérer un peu nos 42 coopératives, nos artisans. C'est la marque Artisan Artipôle. Et c'est une marque en fait qui a été créée en 2008, à la fois pour mettre en relation les artisans et le grand public. Et être artisan Artipôle, c'est avant tout un relais de communication, c'est pas un relais de vente. On a 33 salles d'exposition à travers toute la France. On est en train d'en préparer encore 2. On en a 2 ou 3 dans le pipe. Ce sont des véritables outils de création de valeur pour les artisans. Ce n'est pas des salles de vente. C'est des salles où le particulier sera accueilli par un conseiller. Alors, il faut prendre rendez-vous. Parce que nous, on ne reçoit pas les clients juste pour 10 minutes. On leur dit non, vous venez nous expliquer votre projet. Et pendant 1 heure, on va construire votre projet. Et là, c'est les conseillers, c'est quasiment, alors plutôt des profils quasiment d'architectes d'intérieur qui vont expliquer aux clients, voilà, on a compris ton projet, voilà ce qu'on peut te proposer comme matériaux. Il n'y a pas d'objectif de vente. Il n'y a pas d'objectif de mettre en avant telle ou telle marque. Puis à la fin, le client repart avec un bon de choix qu'il va donner à son artisan. Il dit, voilà, vous pouvez me commander ça. Généralement, l'artisan, il revient vers la coopérative, mais comment vous avez réussi à leur vendre ça? Mais nous, on n'a rien vendu. On a présenté les différents matériaux qui étaient disponibles. Après, monsieur et madame ont choisi. L'artisan, il ne sait pas vendre. C'est pas sa tasse de thé. L'artisan, il va parler prix. Il va dire, voilà, un parquet, c'est 50 € du mètre carré. Vous avez mieux? Bon, oui, à celui-là, 45. Ça va se terminer. Quand vous êtes en salle Artipôle, vous voyez les différents parquets. Puis il y a quelqu'un qui est là pour vous dire, par rapport à votre ambiance, voilà ce qu'on peut vous proposer. Et alors on a des salles d'exposition. Moi, je vous invite, si un jour vous avez la chance d'aller voir une salle Artipôle, parce que c'est évidemment ouvert au grand public. Quand le grand public arrive, nous, on les accueille. Et puis, s'ils nous disent, on a un projet, vous avez un artisan? Non, mais bon, on peut vous recevoir. Si donc, on prend rendez-vous. Pareil, on prend rendez-vous, on construit le projet, on repart avec un bon de choix, puis la liste des artisans de la coopérative qui seront capables de mener à bien le projet. Après, c'est effectivement d'autres moyens de support d'édition, que ce soit des catalogues. Ça, c'est encore des choses qui sont... le grand public est encore friand de papier. Donc on est à presque plus de 700 000 exemplaires papier des différents supports. Et puis après, c'est aussi le logotypage de la marque Artisan Artipôle sur les façades des artisans, sur leurs camions. Et quand vous avez 3-4 artisans qui arrivent sur un chantier, ils disent « Ah, mais toi, tu es aussi Artisan Artipôle, moi aussi, de quelle COP, etc. » Et là, il y a un sentiment d'appartenance à une communauté. Ils sont collègues, ils ne sont pas des concurrents. Donc ça, c'était pour la marque Artisan Artipôle. Et puis, il y a quelques freins également, parce qu'effectivement, tout n'est pas forcément rose. Et les freins, pardon, excusez-moi. Les freins, c'est l'engagement et la disponibilité des artisans. Ça devient compliqué. Les faire venir aux assemblées générales, aux réunions de secteur, leur rappeler c'est leur société, qu'il faut qu'ils participent, et qu'on ne peut pas prendre des décisions, même si le conseil d'administration d'une coopérative, c'est composé d'artisans. Mais c'est bien d'avoir aussi que les artisans construisent
leur plan de vente, participent à la vie de la coopérative. Ça, c'est clairement, et d'année en année, on voit que c'est plus dur. Donc il faut trouver des relais. Donc on fait des réunions techniques, des soirées techniques sur une thématique. Comment les nouvelles pompes à chaleur, entretien d'une nouvelle pompe à chaleur. Donc les chauffagistes là qui viennent à la coopérative. Mais ça reste quand même compliqué. Les artisans actuellement sont débordés. Et l'autre frein, effectivement, c'est que globalement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Nous, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite en termes de croissance de chiffre d'affaires si nos artisans avaient de la main-d'œuvre. Et donc, du coup, ils sont mobilisés aussi sur leur chantier parce qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre pour se libérer du temps pour passer à la coopérative. Et puis, effectivement, il y a la fidélisation. Pour une coopérative d'achat, la fidélisation, c'est fondamental. Nous, il faut absolument qu'un coopérateur il fasse plus de 80% d'achats à la coopérative. Sinon, on perd du temps. On met en place des services, c'est pour se faire, entre guillemets, doubler par la distribution de négoce. C'est une moins-value pour la coopérative. Et c'est là où on fait, pour ça qu'on ne fait pas la chasse aux adhérents, on fait la chasse aux bons coopérateurs. La chasse aux gens qui vont comprendre qu'être dans une coopérative, on s'engage. Et nous, il y a une enquête qui a été faite par KPMG il y a quelques années, qui était vraiment remarquable. Et la conclusion, c'était de dire un artisan qui achète à la coopérative, c'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir, il sait qu'il aura le meilleur prix, il gagne une journée par semaine. Une journée par semaine, parce que il achète sans réfléchir. Pas de surprise quand il y a la facture. Le prix, c'est celui qui est annoncé. Dans la grande distribution, il faut aller courir après le commercial, il faut aller négocier le bout de gras avec lui, qu'il vous fasse un prix un peu spécial. Généralement, quand la facture arrive, ce n'est pas le bon prix. Il faut qu'il retourne voir le distributeur, renégocier le prix. Et généralement, il a un avoir pour acheter de nous. Voilà, pour conclure, effectivement, je vous ai parlé d'artisans, d'indépendance. Les coopératives d'achat, on est dans le s'associer pour réussir ensemble. Et c'est de passer de la notion d'indépendance à interdépendance. Voilà, merci.